Nous avons étudié plusieurs modèles de bases de données. Donc, ce sont en fait des modèles qu'on peut utiliser pour stocker des informations qui représentent une partie de la réalité qui nous intéresse. Donc, ça peut être des données qui sont en rapport avec la gestion d'un hôpital, ou des données qui sont en rapport avec la gestion d'une pharmacie, ou des données qui ont été récoltées dans le cadre d'un projet de recherche ou d'enquêtes qui ont été menées dans une population. Ça dépend de quelle représentation, de quelle réalité on parle. Mais bon, ça, ce sont des modèles de stockage. Pour pouvoir insérer, exploiter, visualiser les données qui se trouvent dans ces modèles de base de données, on va avoir besoin de logiciels. Et ces logiciels s'appellent en fait des systèmes de gestion de base de données, des SGBD. Et donc un logiciel pour la gestion de base de données, c'est un logiciel qui permettra les données qui se trouvent dans la base de données. Et ce genre de logiciel suivent d'habitude un seul modèle de base de données. Principalement le modèle relationnel, donc il y a le plus de logiciels disponibles pour la gestion des bases de données relationnelles, mais il y en a également qui permettent de gérer par exemple les fichiers plats. Donc on avait différents modèles, le fichier plat, le modèle hiérarchique, le modèle réseau, le modèle relationnel et le modèle orienté objet. Et donc dans un modèle ou un logiciel relationnel, on va avoir d'un côté l'intégration d'une langue de modélisation. Donc c'est une langue qui va permettre de créer la base de données, créer des tables avec des colonnes, définir les domaines, donc les valeurs autorisées dans chaque colonne, etc. Il y aura également une langue de manipulation qui permet la manipulation des données, qui pour les bases de données relationnelles va être le SQL, mais pour d'autres modèles ça pourrait être une autre langue. Et on va également intégrer ce qu'on appelle des mécanismes transactionnels. Ça veut dire si on veut insérer des données dans différentes tables d'un modèle relationnel, on va parfois vouloir spécifier que toutes les données doivent être insérées, et s'il y aurait une seule donnée qui quelque part n'aurait pas pu être insérée pour l'une ou l'autre raison, un problème de réseau ou un système qui n'était pas une table où il y avait déjà un doublon, une clé primaire doublon et des choses pareilles, ça veut dire qu'on va alors annuler toutes les opérations qui allaient ensemble. Donc toutes les opérations d'insertion, de modification, de manipulation des données qui vont logiquement ensemble, on appelle ça une transaction, et donc cette transaction doit avoir eu lieu dans son entièreté ou bien pas du tout. Et donc ce logiciel vont permettre d'intégrer également ce genre de mécanisme transactionnel. De nouveau, principalement pour les bases de données relationnelles. Quelques exemples de logiciels, ce sont les logiciels Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB, qui est en fait une version de MySQL et que nous allons utiliser dans notre cours, PostgreSQL. Tout ça, ce sont des exemples de logiciels pour gérer des bases de données relationnelles. Mais je pourrais ici aussi noter par exemple Excel. Excel qui est un système ou un logiciel de gestion de base de données, mais avec un modèle de base de données sous forme de fichiers plats. Donc on peut gérer des fichiers plats avec Excel. C'est ce qu'on a déjà fait pour la modélisation des données dans d'autres exercices. Souvent, ces logiciels de gestion de base de données vont également intégrer des mécanismes de sécurité, donc qui permettent de gérer les droits d'accès à certaines données. Donc on va pouvoir spécifier que certains utilisateurs
peuvent accéder à certaines tables, à certaines colonnes, mais pas à d'autres parties, d'autres tables ou d'autres colonnes d'une base de données. Et finalement, c'est également un système qui permet de gérer l'intégrité de la base de données. Par exemple, si dans une colonne, on insère une clé étrangère, le logiciel de gestion de base de données peut vérifier que la clé primaire correspondante existe bien dans la table de référence, ou vice-versa. Si on va si on va effacer une clé primaire dans une table, ça veut dire que dans toutes les autres tables qui ont des clés étrangères qui pointent sur cette clé primaire, que ces références devront également être effacées, parce que sinon on aurait l'intégrité de la base de données qui serait menacée. Donc on appelle ça des mécanismes de verrouillage aussi, entre autres dans le cas où deux personnes voudraient par exemple faire différentes modifications sur un même champ dans une table. Par exemple, il y a un patient qui veut changer la date de naissance d'un patient et un autre utilisateur qui veut également changer la même date de naissance de ce même patient et avec une valeur différente. Bon, évidemment, on va vouloir éviter que l'un écrase l'autre et donc on va verrouiller la modification du premier utilisateur pendant cette opération. On va verrouiller la table pour que on soit sûr qu'il y a seulement une des deux modifications en même temps qui vont être possibles. Alors, quand on passe en revue l'utilisation des bases de données dans un environnement de santé ou dans un environnement clinique, on va voir qu'il y a différents systèmes ou différents environnements, différents systèmes d'information qui peuvent bénéficier de la gestion des données et de la gestion de bases de données. On parle entre autres des systèmes d'information laboratoire, des systèmes de gestion pharmaceutique, mais aussi, par exemple, la gestion des repas, la gestion des inventaires et de la maintenance des équipements biomédicaux et des infrastructures, des véhicules dans une structure, etc. Ce sont des exemples où on va souvent faire usage de systèmes de gestion de bases de données, soit sous format très simple dans des fichiers Excel, soit sous format plus avancé, sous forme de modèle de base de données relationnelle. Notons que dans le cadre de la gestion de données cliniques et donc l'utilisation de bases de données dans un environnement clinique, le dossier médical informatisé, donc le DMI, peut quelque part être considéré comme un exemple d'un plus haut profil de base de données. Le dossier médical informatisé peut être utilisé, par exemple, dans un cadre de consultation, où souvent le modèle de base de données est un peu plus simple, avec des tables qui sont en fait organisées autour d'un concept de dossier médical. Donc là, le focus est souvent sur le dossier du patient, le contenu clinique du patient. Dans le cadre d'hospitalisation et donc d'hôpitaux, les modèles du dossier médical informatisé deviennent plus complexes et qui doivent souvent être organisés ensemble avec d'autres bases de données ou d'autres ensembles logiques de tables qui gèrent également autre chose que le contenu clinique du dossier médical informatisé. Donc, notons la gestion des prescriptions pharmaceutiques dans un environnement hospitalier, tout ce qui est gestion des lits, tout ce qui est l'orientation du patient dans l'un ou l'autre service,
etc. Et donc on voit que avec l'ajout aussi d'hospitalisation, le modèle du dossier médical informatisé devient souvent un peu plus complexe. Mais donc le dossier médical informatisé est quelque part dans un environnement de soins de santé un des exemples des modèles de base de données les plus complexes. On va voir quelques exemples timides dans les exercices qui vont suivre. Et donc, dans le cadre du dossier médical informatisé, mais aussi plus large pour la gestion des données cliniques en général, on fait souvent usage de ce qu'on appelle un dépôt de données cliniques. Un dépôt de données cliniques, c'est une base de données qui peut être utilisée par différentes informations, au système d'information, par différents logiciels qui permettent de remplir des fonctions dans un hôpital. Mais donc cette base de données centrale consolide en temps réel toutes les données patients qui viennent de ces différentes applications. Vous avez par exemple un système de gestion du laboratoire, une application pour la pharmacie, une application pour la radiologie, etc. Donc il y a différents éléments ou différents services dans un hôpital qui peuvent générer des données cliniques. Toutes ces informations qui sont générées par différentes applications sont alors stockées et consolidées dans un dépôt de données cliniques et sont liées à un même identifiant patient. Donc toutes ces données vont utiliser des clés étrangères qui vont pointer sur une même clé primaire d'un même patient. Donc cette consolidation, cette centralisation autour d'un patient, c'est quelque chose qui est fait dans un dépôt de données cliniques. Et cela, en fait, nécessite l'intégration des différents systèmes, des différents départements d'un hôpital, donc dans un seul dépôt central. Parce que sinon, on a des données des différents patients qui sont éparpillés dans l'hôpital et on n'aurait jamais la possibilité d'avoir une vision holistique sur les données du patient. Et donc, la création d'un dépôt de données cliniques est quelque chose d'important. On peut le considérer comme le dossier patient papier central, mais donc évidemment sous forme numérisée. Mais donc c'est la farde dans laquelle on trouve tous les examens, tout ce qui a été enregistré pour un patient. Et donc ça c'est la collection de tous ces dossiers qu'on trouve d'habitude dans un département des archives. C'est un peu l'équivalent du dépôt de données cliniques. Une autre application pour la gestion de bases de données dans le secteur de la santé, ce sont des données qui sont beaucoup moins orientées sur le patient, mais qui ont plus une orientation politique sanitaire. Et donc là, on va plutôt créer ce qu'on appelle un entrepôt ou des entrepôts de données sanitaires où on se focalise beaucoup plus sur des données agrégées. Donc pas des données individuelles d'un patient, mais par exemple le nombre de nouveaux cas de malaria par mois qui ont été agrégés par tranche d'âge et par sexe. Donc évidemment dans ces entrepôts de données, il n'y a pas de possibilité d'identification du patient individuel. On va agréger les données selon un nombre de critères. Et donc, comme j'avais déjà dit, ce genre d'entrepôt n'a pas un objectif de soins, mais plutôt un objectif de santé publique et de recherche. Un bon exemple d'un entrepôt de données, c'est le DHIS2 qui est utilisé au Burundi. Un bon exemple d'un dépôt de données cliniques avec un dossier médical informatisé, c'est par exemple OpenClinic. Et le but, ça doit être en fait, donc le but final, de pouvoir récupérer les données qui sont stockées dans les dépôts cliniques pour les agréger et les insérer dans les entrepôts de données sanitaires plutôt que d'enregistrer les informations pour ou destinées aux entrepôts de données sanitaires
de façon redondante. Donc c'est un peu ce qu'on fait actuellement. On a peut-être un dossier papier patient dans un hôpital, mais à côté on a encore les registres dans lesquels on va noter toutes sortes d'informations redondantes simplement pour des buts de rapportage, pour des finalités de centralisation ou alimentation d'un entrepôt de données sanitaires. Évidemment, ce travail redondant est peu motivant pour les utilisateurs dans le secteur de la santé, et donc l'objectif finalement, ça doit être de pouvoir récupérer les informations des dépôts cliniques pour pouvoir alors les insérer dans les entrepôts de données sanitaires. Donc, tout ce qui est par exemple enregistré dans Open Clinic, ça doit être extrait de façon automatique pour être agrégé sous forme de Canva DHIS2 et puis automatiquement injecté dans le DHIS2. Alors, bon, avec ces quelques explications, les choses peuvent parfois paraître assez faciles, mais on va rencontrer pas mal d'obstacles. Et donc ici, on a un petit exercice ou plutôt une discussion de groupe où on a un cas de figure où vous travaillez dans un service de médecine interne. Et travaillant dans ce service de médecine interne, vous avez besoin de créer une table dans laquelle vous voulez conserver des informations. Donc ici, on a un modèle de base de données très simple. Ce sera une seule table. Ça peut être un fichier plat. Et donc, vous allez créer cette table dans Excel. Et donc, vous devez pouvoir stocker les informations par rapport à 2 patients dans votre service de médecine interne. Donc, le premier patient s'appelle Ousmane Ba, un homme qui est né le 20 mars 1988 et qui a une tension artérielle de 135 sur 90 mm/Hg. Et donc cette tension artérielle a été mesurée au bras droit en position assise. Et ce patient, il a des antécédents de diabète type 2 non insulinodépendant. Donc, vous allez devoir créer une table avec différentes colonnes qui vont vous permettre de mettre ces différentes informations pertinentes dans ces différentes colonnes. S'il y a des données qui ne vous paraissent pas pertinentes, vous allez pouvoir omettre ces colonnes. Un deuxième patient qui s'appelle Mariam Diak, qui est une mère de 2 enfants, une femme évidemment, a 40 ans et se présente avec une tension artérielle de 120 sur 80. Et ce patient est suivi pour un problème d'hyperthyroïdie. Donc ce sont 2 patients différents, on a chaque fois mesuré une tension artérielle et vous allez faire une seule table en Excel. Mais en principe, vous devriez rencontrer des défis. Si vous n'avez aucun défi, ça veut dire que vous n'avez pas bien compris l'exercice et il faut recommencer. Donc le but ici, c'est de pouvoir identifier les différents défis que vous voyez pour pouvoir créer une table pareille qui va contenir ces exercices, ces données des 2 patients. Bonne chance!